Aujourd'hui, je vous invite à prendre papier et crayon car on va avoir un sujet fort intéressant. On va parler de la synergologie. Et j'ai une spécialiste avec moi qui est synergologue et que je vous présente sans plus tarder. Bonjour, Linda Valade. Bonjour, Cécile. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Mais oui, absolument. Le trajet s'est bien fait? Oui, très bien. Je suis dans mon ancien secteur ici. J'ai habité la Noret pendant des années. Ah bon? Alors, Oui. c'est pas nouveau. Non, absolument. Un retour chez soi. Bien. J'aimerais que tu nous parles de la synergologie. Qu'est-ce Oui. que c'est au juste? La synergologie, c'est l'étude, en fin de compte, c'est un lexique corporel. Donc, c'est l'étude des gestes, des expressions et de la posture, finalement. C'est l'étude de Philippe Turchet, donc un Français qui est ici au Québec depuis déjà un nombre d'années. Il enseigne un peu partout sur la planète, donc en France, ici au Canada, en Suisse. On peut aller voir le site synergologie.org, qui est le site officiel de la synergologie. D'accord. Qu'est-ce qui vous a invité à apprendre cette technique-là? C'est une thérapie? Euh, Est-ce que c'est une thérapie? Non, C'est pas du tout, non, pas du tout. La communication non verbale, en fin de compte, c'est vraiment l'étude du lexique corporel. Donc, bien comprendre à travers les gestes quel est l'état d'esprit de la personne. Parce qu'il faut d'abord savoir que le corps communique en lien avec l'émotion. Alors, le corps nous exprime naturellement, à tout moment, de quelle façon la personne vit l'émotion à l'intérieur d'elle. Alors que le verbal, eh bien, tout ce que nous allons dire dans cette entrevue va passer le filtre de l'acceptation. Ça veut dire que quand on parle, en fin de compte, on choisit ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, c'est choisi, c'est mesuré. Même des fois, les gens vont me dire « Ouais, mais Linda, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. » Mais il y a quand même une partie de soi qui voulait le dire. Donc, les mots vient de la tête, ce que le corps, en fin de compte, la gestuelle, les expressions, la posture qui constitue la communication verbale, vient de l'émotion. Alors, observer le corps nous permet de mieux comprendre l'autre et par conséquent, mieux interagir. Donc, si on est capable de voir que l'autre personne, par exemple, a eu une fermeture, un doute, bien, ça nous permet d'adapter notre communication pour mieux communiquer avec l'autre. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes devenu synergologue? Qu'est-ce qui vous a amené à être synergologue? Oui, bien, je travaille en communication non verbale depuis tout près de 8 ans. Maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à être dans la communication non verbale? Eh bien, je pense que c'est l'histoire de ma vie, finalement. J'ai toujours décodé. Très jeune enfant, j'étais une petite fille assez peureuse. Donc, pour moi, d'observer le corps me rassurait. Et ce que je faisais, je croyais que tout le monde le fait parce que l'enfant, c'est un peu ça, hein? L'enfant voit le monde à travers lui. Donc, moi, je n'ai jamais cru que les autres personnes ne faisaient pas ça. Alors, j'ai passé mon enfance, une partie de ma vie adulte, à observer le corps pour mieux comprendre, pour savoir. Donc, petite, j'essaie de savoir l'intention. Est-ce que la personne est fâchée? Est-ce que ça va bien? Pour répondre à un instinct de survie qui était à l'époque, moi, j'étais très peureuse. Donc, c'est ce qui me permettait de me rassurer. Au fil du temps, bien, j'ai travaillé avec de nombreuses équipes au niveau du mouvement des jardins. J'accompagnais des équipes à bien comprendre leur clientèle. Donc, je les sensibilisais aussi à observer l'autre pour créer des liens de confiance. Alors, aujourd'hui, bien, je suis dédiée à la communication non verbale depuis maintenant quelques années. J'ai démarré Verum en 2013. Donc, depuis ce moment, bien, j'accompagne des organisations à bien comprendre l'autre. L'idée, c'est de bien servir le client et non pas d'essayer d'être intrusif. Des fois, les gens ils ont peur un peu, ils disent « Oh, mais la communication verbale, tu vas savoir ce que je pense à mon insu. » C'est pas tout à fait ça, là. Non? Non, pas du tout. C'est de comprendre l'état émotionnel. Je suis contente, là, parce que moi, je gesticule beaucoup. Ça veut dire sûrement quelque chose. Bien, c'est la même chose que si vous me dites que vous parlez beaucoup, exemple. Oui. C'est la même chose. OK. Donc, il y a des gens qui parlent beaucoup verbalement et il y a des gens qui gesticulent beaucoup. Donc, c'est de la communication. Que ce soit des mots ou des gestes, les deux sont de la communication. Une communication silencieuse qui est liée, je me répète, mais à votre vraie intention, à votre vraie émotion. Et il y a la partie de la communication qui est verbale, qui s'entend, mais qui est plus sous le contrôle. Alors que le corps est plus sur l'intention, sur l'émotion. Quels organismes ont besoin de vous, à part de la Caisse? Ah, ben, on dit le Mouvement des Jardins, c'est que j'ai travaillé des années avec eux, mais dans le temps, à l'époque que j'étais dans mon autre carrière, donc en développement des affaires pour eux,
depuis que je suis à mon compte, bien, c'est sûr, dans tous les domaines. J'ai enseigné dans le milieu de l'éducation, la haute direction des commissions scolaires, j'enseigne, c'est sûr, toujours dans le milieu de l'assurance, toujours dans le milieu bancaire, mais dans tous les milieux. Peu importe, moi, mon rêve, vous savez, c'est qu'à la fin de ma carrière, avoir fait bouger des choses au ministère de l'Éducation pour qu'ici, au Québec et aussi en France, pour qu'on aide les enfants à se reconnecter à ce savoir inné-là, pour aider les enfants, les futures générations, à prendre conscience que le corps de l'autre nous révèle des choses. Mais c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine médical pour bien comprendre le patient. Mes étudiants vont utiliser les connaissances à travers leur vie de famille, à travers leur vie de travail, à travers dans tous les sphères de leur vie, parce que c'est la communication. D'accord. Est-ce que, par exemple, chez les policiers... Ah oui, vous avez raison. Parce que j'ai un beau-frère qui était dans la GRC. Oui. Et quand il a vu la synergologue arriver, et il n'y croyait pas, mais alors là, pas du tout. Ah oui, pourtant. Il dit, c'est ça qu'elle va interpréter selon ce qu'elle veut, elle. Oui. Mais il y a des gens qui sont sceptiques. Oui, vous avez... Comment vous arrivez à les convaincre? Est-ce qu'il faut les recevoir plus d'une fois? Mais en fin de compte, dans le milieu policier, les enquêteurs sont formés et ils sont très habiles. Hein? Ils sont très habiles à observer le camp pour être capable de dire « Oups, en ce moment, je pose une question, la personne est davantage fermée, un peu plus... Oups, à telle question, ben, il y a eu un stress. Donc, pourquoi il y a eu un stress? On va poser plus de questions. » Donc, les enquêteurs sont très habiles en communication non verbale. Plusieurs sont formés, il y a même des enquêteurs qui sont synergologues. Maintenant, l'appréhension de votre beau-frère, ce que vous dites, et il a raison. S'il y a quelqu'un qui est expert en communication non verbale et qui commence à interpréter, eh bien là, il a complètement pris le mauvais chemin, parce qu'on ne doit pas interpréter. Moi, vous savez, le protocole chez nous, chez Verum, il y a un protocole établi qu'on doit suivre à la lettre lorsqu'on veut bien décoder. Et la première chose à faire, c'est d'établir un espace de confiance. Donc, et c'est exactement ce que les enquêteurs vont faire aussi. On établit une zone de confiance entre moi et l'autre pour amener l'autre à être dans l'ouverture. Une fois que l'ouverture, elle est là, eh bien là, on crée le lien, on communique ensemble. Et s'il se passe une incohérence, par exemple, la personne, je lui parle, elle fait et là, elle commence à reculer vers arrière, mettre la main au menton, fermer les lèvres. Moi, ce que ça m'indique, c'est justement que, oups, ici, il y a eu une transformation au niveau de sa façon de communiquer. Et là, ça me perd. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête et j'ai aucune idée, et Dieu merci, parce qu'on ne peut pas savoir lire les pensées des gens. Mais on peut comprendre que là, oups, il s'est passé quelque chose. Alors, si je veux savoir, je vais poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ce que je viens de mentionner? Est-ce que la conversation que j'avais avec la personne, au moment précis où son corps s'est transformé, eh bien, c'est là qu'il a passé quelque chose dans sa tête. Et si je pose une question, là, je pourrais avoir la vérité. Mais si je n'ai pas établi le lien de confiance au départ, la personne ne va pas révéler au moment où il y a un non-dit. Vous comprenez? Fait que c'est pas que lire. Tout le monde peut prendre un livre en synergologie, apprendre les items par cœur et dire, ben là, j'ai vu tel item, j'ai vu tel item. Si je cumule, ça peut me dire que la personne était en peur, en stress. Mais on ne pourra jamais savoir la vérité aussi longtemps que la personne ne nous l'a pas révélée. Donc, le protocole est 4 étapes. La première, instaurer une zone de confiance. La deuxième, être en lien, communiquer tout simplement sans commencer à chercher les items, parce que là, on va créer un inconfort. Donc, on parle librement. Oups, il y a quelque chose qui passe, une incohérence entre le message verbal et non verbal. Là, on allume un petit peu plus, on devient attentif et on va chercher à comprendre pourquoi. On pose la question. Mais si on n'a pas établi le lien de confiance, bien, tout ça, ça ne mène à rien. Je pourrais, comme votre beau-frère dit, interpréter et du haut de mon travail, ben, voilà, la personne, je pense qu'il pensait ça. Mais c'est une interprétation. Et c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur. Donc, il faut créer la zone de confiance pour avoir la vérité. Lui, ce qu'il disait, c'est que la première approche, je n'étais pas certain, puis je répondais peut-être pas, ou j'étais statique, là, tu sais, je ne bougeais pas. Mais il a fallu 2-3 rencontres pour être capable d'accepter que oui, ça marche. Oui, c'est vrai. Elle m'a vraiment dévoilé et j'ai pu, à ce moment-là, me reconnaître dans... Mais ça se peut qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus d'une rencontre. Mais en fin de compte, là, ce que vous semblez me dire, c'est que la personne faisait des rencontres plus en individuel, comme en coaching personnel un peu. C'est ça. En fin de compte, ça dépend de la problématique. Moi, je suis plus enseignante en entreprise pour apprendre aux gens à décrypter pour créer un lien.
Donc, le synergologue ou la synergologue que votre beau-frère a rencontré, j'ai comme l'impression qu'elle devait être coach et synergologue, donc elle utilisait le langage non verbal pour pouvoir accompagner la personne, possiblement. Est-ce que ça arrive que la personne, dans sa position, ne veut pas communiquer? Ben oui. Elle dit juste les bras comme ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça veut dire je ne suis pas prête? Ou je ne sais pas. Les sourcils qui froncent, oui. la mimique qui est différente. Absolument. Ce sont tous des items que vous avez nommés. Et ce qui est le plus cute dans ce que vous venez de faire, c'est quand vous avez dit « je veux pas ». Et vous l'avez fait naturellement. Quand on met les mains comme ça, paume vers l'autre devant, on crée en synergologie, on appelle ça un M4, on crée en fin de compte une barrière. Donc, ce sont des items que nous allons tous faire, peu importe notre nation, en Asie, qu'on habite en Asie, qu'on soit peu importe le continent, l'humain, quand il veut fermer la porte, il va faire ça. Quand il veut faire une barrière. Quand il a peur, il va se basculer par l'arrière. Comprenez? Donc, oui, tous ces items-là ont un sens et on n'a pas besoin de les décrypter quand la personne, elle est dans son authenticité. Si je vous dis « j'ai peur », vous allez dire « elle a peur ». Comprenez? Oui, oui. Mais si je vous dis « oh non, non, ça va très bien » et que je vous fais ça, là, il y a une incohérence. Là, vous pourrez dire « ah, c'est curieux. Elle me dit que ça va bien, mais son langage non verbal vient de faire une barrière. » Vous voyez? Elle a peur qu'on dise quelque chose qu'elle n'aimerait pas savoir? Ou... On ne le sait pas, il faut poser la question. Oui, comprenez, vraiment. c'est là le danger. Puis votre beau-frère a raison quand il dit « ah, je ne voudrais pas qu'on interprète parce que si on ne décode pas correctement, parce que si on n'a pas de protocole, si on ne le fait pas dans une intention de comprendre, bien là, on tombe dans des pièges d'interprétation. » Et c'est facile. Et c'est facile, vous avez raison, parce qu'on peut cumuler, parce que vous savez, un expert en communication non verbale devra cumuler entre 4 à 7 items qui ont le même horizon de sens, donc qui veut dire à peu près la même chose. Exemple, 7 items de fermeture. Bon, exemple, je vous dis, on communique toutes les deux, et là, à un moment, je m'éloigne de vous, je croise la jambe dans cette direction-là, plutôt pour faire une barrière. Au même moment, je croise les bras, je lève la tête, je vous regarde de l'œil droit. Vous voyez, plusieurs items qui ont tout un horizon de sens de fermeture, de distance avec vous. Donc, quand on cumule ces informations-là, là, on dit qu'il y a de fortes chances que la personne vient de se fermer. Mais qu'est-ce que ça me donne de savoir qu'elle est fermée si je ne sais pas le pourquoi? Comprenez? On va terminer en disant, bien, la personne, elle s'est fermée, mais ça t'a servi à quoi de le savoir si tu n'as pas pu transformer? Oui. Donc, l'important, c'est d'être capable de dire, oups, là, il se passe quelque chose, je vais poser une question pour rétablir le lien, et là, la personne va réouvrir, et là, elle va communiquer librement. D'accord. C'est ça, l'objectif de Verum, c'est vraiment d'enseigner des clés pour amener les gens à bien communiquer, à s'ouvrir. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui sont difficiles? Je Oui. sais pas. Je pense au niveau de la médecine. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu affaire à des infirmières ou à des médecins? Ou... Personnellement, je n'ai pas enseigné dans le corps médical, au niveau D'accord. du corps médical, mais c'est sûr que c'est des clés pour eux autres extrêmement aidantes. Parce que pensons juste aux infirmières qui doivent accompagner des gens qui sont très malades, qui communiquent peu, qui bougent peu. Bien, s'ils sont capables de repérer quelques indices au niveau du corps, bien, c'est extrêmement aidant. Lire les émotions, Paul Ekman a fait des études durant plus de 40 ans et en est venu à la conclusion qu'il y a des émotions qui sont universelles, peu importe la nation, et même propres aux grands primates aussi. Donc, si on est capable de lire correctement les mouvements du visage pour bien interpréter, est-ce une peur, est-ce une colère, une surprise qui est dissimulée derrière un tout, ça va bien, mais qu'on voit une petite surprise, on est capable de le repérer. Donc, c'est sûr que dans tous les domaines, dans le domaine médical, effectivement aussi, c'est très aidant. Vous me disiez tantôt un domaine qui était, parce que vous parliez de le milieu de la police, il y a le milieu de la politique aussi. Oui. Pour eux, c'est très... qui vont l'utiliser aussi pour pouvoir être efficaces. Ils vont passer à la télévision parfois 6-7 minutes, mais ils ont besoin que leur message porte. Donc, évidemment, ben, s'ils utilisent tout l'aspect communication, donc le vocal, la bonne intonation, et qu'en plus ils font le geste au bon moment, bien, ça va être aidant pour passer le message. Bon, ici, on voit un peu de contrôle au niveau de la gestuelle, ce que je ne favorise pas, c'est pas ce que je conseille, mais on sait que une personne qui a un message à porter, eh bien, si elle favorise certains gestes, bien, ça peut aider à avoir une forme de crédibilité ou d'influence chez les gens. Donc, elles ont intérêt
avoir un synergologue, surtout, je pense que beaucoup de femmes en politique, ça fait que pour être meilleure encore. Bien, vous savez, il y a une façon plus efficace d'utiliser la gestuelle. Ah Moi, oui. je prône davantage cette clé-là, c'est de savoir que votre corps parle constamment et parle justement. Votre corps parle exactement et est en harmonie avec votre intention. Alors, c'est beaucoup plus facile d'ajuster votre intention que d'essayer de contrôler votre corps. Oui. Parce que quand j'essaie de contrôler mon corps, le problème, c'est que je vais me dire, ah ben là, je suis en entrevue, donc je dois être bien assise, je dois avoir cette posture-là. Et au moment où moi, je me dis, je dois avoir cette posture-là, eh bien, je ne suis plus en lien avec vous. Je ne suis plus en lien avec les auditeurs. Je suis en lien avec moi-même parce que j'ai une conversation avec moi. Vous comprenez? Oui. Donc, aussi longtemps que j'essaie de contrôler ma gestuelle, j'y perds dans mon authenticité, j'y perds dans le lien avec l'autre. Alors, si je ne fais qu'être connecté à une intention, si mon intention, par exemple, aujourd'hui, c'est de faire une bonne entrevue avec vous, de répondre le mieux possible à vos questions pour aider la majorité, aider les gens qui écoutent, bien là, je suis bien connectée à mon émotion, à mon intention, et bien mon corps va communiquer parfaitement. Et vous savez, selon certaines études, on dit que le corps, en fin de compte, votre message est porté à raison de 7 à travers vos mots, 38 l'intonation et 55 votre gestuelle. Donc, quand vous êtes dans l'authenticité, eh bien, ces 3 canaux de communication-là vont converger vers le même message, vont naturellement s'harmoniser. Et là, vous avez, quand on dit pour être convaincant, il faut être convaincu, c'est un petit peu ça. Quand je vous dis d'être connecté à votre intention, c'est de faire en sorte que ces 3 canaux-là soient fluides, soient vraiment synchronisés. Je pense aux aidants naturels qui ne sont pas capables de dire non. Ouais. Ils disent oui, mais dans le fond, c'est un non. Mais à ce moment-là, il faut être au courant, par exemple, que la façon qu'elle agit, elle le fait pour plaire à l'autre ou bien donc pour l'aider. On s'oublie tellement les aidants naturels. Donc, je trouve que la communication non-verbale est très présente. Absolument, absolument. Oui, parce que à partir du moment où on n'est plus dans l'authenticité, on est dans un jeu. Vous savez, moi, je fais un triangle à mes étudiants et je leur dis, quand on est dans le centre du triangle, on est dans la confiance, là, on est dans l'authenticité. Et là, à ce moment-là, notre corps communique parfaitement. On est vraiment dans la vérité. Mais dès qu'il y a un inconfort, dès qu'il y a une forme de peur, de stress, eh bien là, on va jouer un jeu. On va jouer un jeu de rôle. Et là, soit qu'on va devenir, on va essayer de gagner sur l'autre, soit qu'on va fuir la personne, ou soit justement on va dire oui quand on pense non. Et ça, c'est le rôle des aidants naturels, comme vous dites. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une incohérence dans la communication verbale versus non-verbale. Alors là, on pourrait repérer et dire, ici, la personne n'est pas tout à fait dans sa vérité. Et ne pas être dans la vérité, c'est pas, on ne pointe pas les gens à dire c'est un menteur. On dit juste que la personne n'ose peut-être pas être en accord avec, n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent. Mais sur le corps, c'est la même chose qu'un mensonge. J'imagine que certains malades doivent s'en rendre compte. Quand une aidante arrive et qui veut faire absolument du bien, puis qu'elle ne sent pas sincère, ça doit pas être, il ne doit pas se sentir bien. Bien, là, l'humain, en général, sent... Intuitivement, là, est-ce qu'on peut sentir, même si on n'a pas pris un cours? Absolument. C'est la confiance qu'on a à travers ce qu'on lit qui détermine qu'on va être plus... on va plus utiliser la communication non verbale pour comprendre l'autre. Pensez aux jeunes enfants. Oui, j'allais un peu dire ça. Les petits-enfants, là, avant l'âge de 2 ans, ils ne parlent pas beaucoup et pourtant, ils nous comprennent, hein? Eux, là, ils communiquent dans le non-verbal. Maman est fâchée, il le sait, il n'a pas besoin de comprendre les mots. Il le sait. Et quand il vieillit, tranquillement, pas vite, bien, il va à l'école et quand il revient de l'école, il dit « Maman, ça va? » « Ben oui, ça va. » Oh, là, il se pose des questions. Il dit « Ah, ben moi, quand je regarde, j'ai l'impression que maman est fâchée, mais elle me dit verbalement qu'elle va. » Et il comprend assez rapidement qu'il a intérêt à écouter les mots et laisser tomber ce qu'il voit. Donc, on défait un peu cette connaissance-là que l'enfant a de façon innée. Parce qu'il la connaît, cette communication. Il a appris une multitude de choses avant l'âge de 2 ans sans parler. Comprenez? Et on défait ça tranquillement, pas parce qu'on est des mauvais parents. Des fois, on ne veut pas partager nos préoccupations,
Mais on emmène les enfants à ne plus regarder. Et ça, ce que ça fait, eh bien, ça fait un homme un jour de 30 ans qui est en pleine négociation et que il dit, oh, ça va pas, mon feeling me dit que ça va pas, mais ce qu'il me dit verbalement me dit qu'il va, donc je vais connecter avec ce qu'il m'a dit. Et pourtant, et là, on fait fausse route. Mais on sait tous lire le non-verbal. Notre corps communique de cette façon-là, donc ce n'est qu'un reflet sur l'autre. Comprenez? Oui. C'est la confiance qu'on a en cette lecture inconsciente qui va faire la différence. Est-ce que vous recevez des gens individuellement pour que, par exemple, je pense à une dame qui pourrait dire Linda, moi j'aimerais ça avoir une conversation avec toi, j'aimerais ça discuter, puis que tu me dises, d'après ce que je dis, des gestes qui reviennent tout le temps, est-ce que je me protège? Est-ce que, je ne sais pas. Je ne fais pas fais pas ce genre de pratique-là, Okay. où je rencontre les... Faudrait voir. Qui tu es quand tu parles. Oui. Bien, je vous dirais, c'est peut-être la bonne chose à faire, c'est peut-être parce que quand on apprend, quand on étudie la communication non verbale, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on étudie pour observer l'autre. Mais la première chose qu'on fait, je vous le dis, c'est nous qu'on étudie. À travers l'autre, oui. C'est nous, en fait, compte, on valide les apprentissages sur nous-mêmes. Par exemple, je donne un exemple. Bon, microdémangeaison au menton. Eh bien, c'est habituellement dans un état d'esprit dubitatif. Donc, je suis dans le doute. Donc, si j'apprends dans ma formation que le menton est en lien souvent avec le doute et que là, je discute avec mon mari le soir et que là, je vais faire « Oups! Est-ce que je suis dans le doute? » Eh oui, c'est vrai, il me raconte ça, puis je suis comme un peu étonnée, je me questionne, Et là, vous voyez, là, on apprend sur nous parce que c'est exceptionnel. On a notre laboratoire à portée de main. Donc, quand on apprend un item, on peut le valider sur nous. C'est pour ça que je vous dis, c'est plus facile d'étudier la communication non verbale et le valider sur nous. Et là, à l'occasion, on va se rendre compte, par exemple, que je me mets en position haute. Je discute avec une personne, puis non, mais moi, je pense que... Vous voyez, mon menton vient de remonter vers le haut. Oui. Eh bien, ça, c'est un axe sagittal supérieur qui fait que quand je me mets en position plus haute que l'autre, l'humain va avoir tendance à remonter le menton en haut. Donc, je peux me recadrer plus facilement et me dire, oups, là, en ce moment, mon corps est en train de me dire que je me positionne tranquillement au-dessus de l'autre. Alors ça me permet de me recadrer. À condition d'être au courant, est-ce qu'il faut étudier? Est-ce qu'il faut avoir un livre que vous pourriez... Oui, absolument. On peut étudier la communication non verbale à travers certains livres. Il y a plusieurs livres. Vous tapez synergologie, communication non verbale. Je sais que récemment, il y a une dame il y a Annabelle Boyer qui a sorti un livre. Il y a plusieurs auteurs. Il y en a un qui est très intéressant aussi, qui vient de sortir en France, qui est disponible ici aussi au Québec, qui est très bien fait. Martin Story. Ce serait peut-être un nom à aller voir. C'est un bel ouvrage aussi pour aller chercher les items. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment les utiliser, les items. Parce que apprendre des items par cœur, c'est une chose, mais de sortir d'une réunion et de dire, bien, la personne, elle s'est fermée pendant tel discours. Si on ne sait pas le pourquoi, on n'a aucun avantage. C'est de comprendre le pourquoi. Alors, c'est pour ça que je reviens tout le temps avec un protocole. Chez nous, on enseigne ce protocole-là et je suis très éthique à ce niveau-là parce que si on veut comprendre l'autre, eh bien, il faut instaurer ces zones-là de confiance et de questionnement. Mais si je pense à une personne qui est insécure, oui. Et puis qui est avec d'autres personnes, mais elle a une gestuelle qui le démarque très bien. Oui. Mais si elle l'apprend dans un livre, elle va savoir qu'elle fait toujours ce mouvement-là. Exactement. Puis elle va reconnaître qu'elle est insécure, mais des fois, on n'est pas au courant de nos problèmes. Vous savez, quand je vous parlais tantôt des enfants, je voulais je me dis, bien, en fin de carrière, j'aimerais beaucoup qu'on puisse bouger des choses au ministère de l'Éducation et enseigner la communication verbale parce que mon intention derrière, c'est d'aider beaucoup au niveau de l'intimidation. Vous savez, un enfant qui est intimidé, par exemple, ça revient un petit peu à l'exemple que vous venez de donner. Un enfant qui est intimidé à l'école va avoir habituellement une démarche lente, va souvent regarder vers le sol. Ses bras vont être plus près du corps. Il n'osera pas regarder les gens dans les yeux. Donc, son corps sera plutôt fermé, dirigé vers le bas et avec un peu plus de lenteur. Et ça, intuitivement, un petit enfant qui serait mal intentionné, qui chercherait une victime, bien, va cibler cet enfant-là. Ah, bon, oui.
comprenez? Donc, on travaille fort, différents organismes travaillent fort pour essayer d'éliminer l'intimidation en travaillant sur la personne qui intimide. Mais si on travaille sur l'intimider et qu'on lui démontre cette démarche-là, on lui dit, regarde mon garçon, voici ta démarche maintenant, à partir d'aujourd'hui. Quand tu rentres dans la cour d'école, je vais te demander de redresser les épaules, je vais te demander d'accélérer le pas, de bouger les bras quand tu marches, de balayer du regard avec tes yeux les autres enfants. Eh bien là, tu as une démarche dynamique, tu as une démarche qui est dans l'action et tu seras moins ciblé par un petit garçon qui voudrait, par exemple, chercher une victime. Parce que là, tu n'as plus la démarche d'une victime. Donc, au départ, je suis d'accord que l'enfant va jouer cette posture-là. Mais dans l'histoire, si après jour et après jour, il est moins intimidé, on s'entend que la confiance va s'installer. Et une fois que la confiance est installée, bien, la posture va devenir naturelle. Au départ, ça prend un petit coup de main pour dire, OK, on va travailler sur ta posture et ça va devenir éventuellement ton état d'esprit parce que la confiance va s'installer. C'est un peu le même principe qu'on peut faire avec les gens, par exemple, qui sont plus introvertis. Donc, je suis d'accord à utiliser le corps pour travailler et pour pouvoir nous aider à travers des scénarios comme ceux-là, parce que le corps et l'esprit sont systémiques. Donc, si je suis triste, bien, mon corps va aller vers le bas. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est de là, souvent, on va entendre des gens mentionner, dire, bien, le matin, fais-toi 3 beaux sourires. Et ensuite, eh bien, ça va aller mieux. Isabelle Fontaine parle beaucoup de cette approche-là, de dire à quel point que si on simule une émotion, eh bien, ça va activer des choses dans le cerveau qui va nous permettre que ça devienne naturel. Donc, dans cet état d'esprit-là, moi, je favorise le changement de posture pour pouvoir nous transformer. Là où je le valorise moins, le changement de posture, c'est quand on veut jouer un jeu. Je dis aux gens, c'est plus facile si vous changez votre minding, si vous changez votre intention, votre corps va s'adapter facilement. Ça va être plus facile, ça va être plus cohérent et surtout plus authentique et les gens le sentent, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à apprendre ces oui. cours-là? De plus en plus. Les professeurs d'école, oui? Dans tous les domaines. Je vous dirais, c'est rare. Je suis quand même chanceuse de travailler dans ce domaine-là parce que c'est rare que les gens ne sont pas sensibles à savoir qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi, j'aimerais ça savoir. Parce que tout le monde est un peu à la quête de la vérité, puis tout le monde est un peu à la quête de vouloir mieux comprendre l'autre. Au départ, on veut savoir ce qui se passe en tête de notre voisin, de notre patron, de notre mari, de notre ami. Au départ, c'est un peu ça. Et plus on apprend, plus on voit que, wow, ça m'aide tellement à être plus en lien avec les gens. Mais les gens, oui, il y a beaucoup d'intérêt. Je vous dirais, il y a eu une émission aux États-Unis, Lie to Me. En français, c'était Crime ou mensonge. Ça l'a créé, c'est une émission qui était... le conseiller principal derrière était Paul Ekman, donc un chercheur reconnu aux États-Unis qui a fait, j'en ai parlé tantôt, là, une 40aine d'années d'études, avait créé cette émission-là. Et ça a fait beaucoup d'engouement parce que, justement, on décryptait les expressions au niveau du visage pour savoir si la personne dit la vérité ou mentait. Et à partir de là, eh bien évidemment, ça a suscité un intérêt auprès du grand public, mais depuis longtemps, le milieu de la sécurité, le milieu politique utilise ces clés pour pouvoir Même communiquer. Nous autres, pour s'amuser, on peut regarder la télévision, les animateurs. Oui! Qu'est-ce qu'ils disent, comment ils fonctionnent, s'ils sont à l'aise ou pas, ou peu importe. Télé-réalité, c'est super intéressant. Oui. Tout le monde en parle, c'est super intéressant parce qu'il y a souvent une tension. Plus qu'il y a d'émotions, plus qu'il y a des choses à voir sur le corps. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Quand vous enseignez, disons, vous avez un groupe, est-ce que c'est par groupe ou comment vous fonctionnez? Par exemple, les instituteurs, institutrices, est-ce que vous avez un groupe dans une école qui vous donnez un cours? Bon. Ça dure combien de temps? Qu'est-ce qu'elles ont à faire? Est-ce que des étapes? Il y a des programmes de formation qui sont déjà tout près d'avance. C'est des programmes que je vais utiliser dans tous les domaines qui regroupent, exemple, 8 formations de 3 heures. Donc, je suis appelée à aller dans l'organisation une fois par mois. Et on étale sur 12 mois parce que des fois, les vacances de Noël, les vacances d'été, on est moins présent. Donc, j'offre des programmes de formation cycliques comme ceux-là où on apprend toute la communication non verbale à travers aussi l'interaction. Donc, les figures d'autorité. Moi, je suis aussi enseignante en programmation neurolinguistique. Donc, on ajoute à ça des clés au niveau de la communication.
Il y a par contre, souvent, je vais être appelée dans une organisation où il y a un enjeu très précis. On va me dire, Belinda, on a besoin d'augmenter la satisfaction au niveau de la clientèle. Eh bien là, à ce moment-là, je vais travailler avec les équipes, justement, cibler cet enjeu-là. D'autres institutions, d'autres endroits vont faire appel à moi pour augmenter la confiance au niveau de la clientèle. Puis vous savez, tous ces enjeux-là, ça se termine toujours avec la même chose. Plus de services aux clients, donc plus de ventes, plus de notoriété. Mais on va travailler selon le mandat. Donc, on va d'abord me donner un mandat pour qu'on puisse mesurer à la fin. Parce que pour moi, c'est extrêmement important, quand je rentre dans une organisation, de savoir ce qui ne va pas, de quelle façon je vais les aider et où on veut aller. Parce qu'à la fin de mon mandat, moi, je veux qu'on puisse valider, dire on voulait aller là, est-ce qu'on est rendu là? C'est important pour pouvoir... Mettons que vous avez un groupe de préposés aux bénéficiaires. Oui. Alors, est-ce qu'on peut leur apprendre certaines façons d'agir, certains mouvements, certaines démarches auprès des gens qui sont handicapés, qui sont malades? Alors, pour aider justement que la communication se fasse bien. Oui, c'est tellement un bon point ce que vous dites parce que, vous savez, souvent on oublie. La communication non verbale, elle est toujours présente. Et malheureusement, des fois, les gens ils pensent qu'on peut faire semblant que ça ne paraît pas. Je pense, exemple, à un préposé aux bénéficiaires, mais dans tous les domaines, un enseignant, un banquier, un agent immobilier, dans tous les domaines, des fois, les gens sont préoccupés, sont dans leur tête, ils ont leurs problèmes, ils ont fait un double, ou peu importe. Et là, ils arrivent au travail et ils font les choses qu'ils doivent faire, mais ils oublient qu'à travers leur non-verbal, à travers leur émotion, ils projettent chez l'autre une émotion négative. Et c'est pas que les gens sont mal intentionnés, c'est que les gens ne sont pas conscients qu'au moment présent, ce qu'ils laissent voir. Et ça, la communication, vous savez, c'est bidirectionnel. Quand le préposé, par exemple, on va nommer lui, mais on comprend que dans tous les domaines, c'est la même chose. Exemple, le préposé qui est fatigué, qui a fait un double et qui fait quand même son travail dans sa tête du mieux qu'il peut, mais qui envoie une émotion négative, bien, le patient va lui redonner une émotion négative et parce qu'il va lui servir, eh bien là, c'est un cercle vicieux, vous comprenez? Alors, quand on prend conscience qu'on a de l'impact sur l'autre, eh bien là, on dit, OK, je suis fatiguée, c'est vrai. J'ai accepté de travailler quand même ce soir. Eh bien, pour me faciliter la tâche, je vais gérer ma propre émotion, je vais arriver avec un sourire. Et ça va être facilitant parce que si je souris, eh bien, le patient que je vais rencontrer, il a peut-être plus de chances de me sourire. Et parce qu'il va me sourire, eh bien, ça va m'aider. Donc, là, ça devient un cercle vertueux. Vous comprenez? Oui. Donc, et c'est pas... Moi, je suis persuadée, les gens, on est majoritairement... L'humain est bien intentionné. Oui, il y a des exceptions, des fois, des gens qui sont très malheureux, mais règle générale, les gens sont bien intentionnés, mais ils ne sont pas conscients du message non-verbal qu'ils transmettent. Alors, quand je travaille avec des équipes, c'est souvent là qu'on va faire des transformations. Les gens ne s'en rendent pas compte. Oh mon Dieu, je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'est tellement vrai. Oui. Je fais ça, puis je n'avais pas perçu, je n'avais pas vu l'importance. Alors, quand on transforme comme ça pour mieux servir la clientèle, eh bien, ça a un effet systémique, ça a un effet sur les gens dans leur milieu de travail, parce que même eux, le niveau de bonheur augmente. Parce que ça l'augmente, eh bien là, ça part en flèche. Souvent, on va transformer, on vise une augmentation, mais on va aller beaucoup plus haut parce que ça part en vrille, là, ça l'augmente de façon exponentielle. Oui, c'est vrai. Mais on a intérêt à apprendre parce que là, il manque de préposés, il manque plein de gens. On doit faire dans les urgences, on doit faire attention davantage. Donc, elles ont intérêt peut-être à lire un petit livre ou bien donc vous rencontrer pour pouvoir s'ajuster parce qu'on dirait depuis quelque temps, je ne sais pas, moi je suis massothérapeute puis je reçois des gens qui sont sur le CSST parce qu'elles n'ont pas su s'exprimer de peur de travail, de peur d'un tas de choses. Exact. Ça fait que mais de vous rencontrer, ça pourrait être... mais individuellement, non. Mais elles pourraient mais en groupe, exactement. Oui, groupe, absolument. Là, entre elles, absolument. Là, pour dire... C'est vraiment beau la dynamique d'un groupe aussi parce que des fois, certaines personnes n'osent pas dire. Une autre personne va en dire un petit bout. Là, ça donne le courage à l'autre d'en dire un autre petit bout. Et là, finalement, on s'aperçoit que, bon Dieu, on est plusieurs à penser ça. Alors là, donc la synergie d'un groupe, c'est vraiment exceptionnel.
Mais vous le faites, là, si jamais il y avait un groupe de personnes, Oui, parce qu'on va on vous peut entendre, communiquer, là, c'est la semaine prochaine ou dans l'autre, et on pourrait communiquer avec vous, puis dire, bon, Absolument. on serait 5, 6 ou 10 personnes. Est-ce qu'il y a un minimum de personnes? Bien, habituellement, je vous dirais, ça dépend des équipes. Hein. Vous savez, la formation, en fin de compte, c'est un prix global, donc qu'on soit 2 ou qu'on soit selon les programmes qu'on va prendre. Donc, j'ai des organisations qui me disent, bien, nous, chez Linda, nous, on veut être les 5 gestionnaires seulement principaux. D'autres vont faire un groupe jusqu'à une vingtaine de personnes. Donc, c'est de communiquer avec moi, c'est de regarder d'abord, avant tout, quel est l'enjeu, quel est l'objectif, où on veut aller. Et il y a toujours, selon la situation, des fois dans mes publicités, je dis, bien, on a une formation pour vous, sinon on va la créer, et c'est la vérité. C'est pas un jeu de marketing, c'est vraiment la vérité. Quand je rentre dans une organisation où on a un besoin qui est très spécifique, eh bien, on va travailler pour répondre à ce besoin-là. Et on... Bon, mettons qu'il y aurait 8 à 10 personnes Oui. qui viendraient. Est-ce que ça dure une journée? Est-ce que faut se rencontrer plus qu'une fois? Ça dépend de l'enjeu. Ah, tu sais, le groupe qui me dirait, Linda, moi, là, nous, on veut vraiment apprendre. Bien, à ce moment-là, on peut établir le programme de formation qui est de 24 heures, donc 8 rencontres de 3 heures, par exemple. OK, ça, c'est un programme qui est très, très complet. Il y a des séminaires que je fais en Europe qui sont de 6 journées. C'est 3 jours dans un niveau 1, 3 jours dans un niveau 2. C'est presque l'équivalent du programme de formation. Il y a des petites choses un peu différentes au niveau de la pratique, mais ça dépend de chaque groupe. Je dirais, l'objectif du groupe, quel est l'objectif du groupe? Est-ce que c'est d'apprendre la communication verbale avec tout l'ensemble de ses clés, être capable d'interagir? Mais là, à ce moment-là, on peut aller avec le programme de formation. Et ce programme-là peut se faire, évidemment, selon les groupes, ça peut être 4 journées complètes ou 8 rencontres de 8 demi-journées. Mais il y a des programmes, j'ai des blocs d'attente, j'ai des ateliers de 3 heures, j'ai des programmes d'une journée. Donc, on a quand même une panoplie de services qu'on offre. On offre des formations aussi en négociation qui sont co-animées avec un sergent détective au crime majeur, qui, elle, va venir donner des clés pour créer la confiance rapidement, où les gens sont même filmés sous vidéo pour pouvoir voir le avant et le après. Ah, c'est bien! Ah oui, c'est extraordinaire. Ça aide beaucoup les gens à... Quand on se voit, c'est plus rapide. Hein? Là, on dit « Oh, je ne savais pas que j'avais fait... » Et là, on peut s'ajuster rapidement. Donc, oui, il y a différents... On a une panoplie de formations chez Verum là, qui... On ne se voit pas gesticuler. Non. Si moi, là, je me regarde à la télé et je dis « Ah bon, ça, c'est pas vrai. » Tu sais. Puis on est sévère aussi. On est sévère. Hein? Mais là, rendu à mon âge, là, je dis... Il faut que je m'accepte tel que je suis, là, tranquillement. Là. C'est correct comme ça. Là. Passez pas trop comment je dirais bien ça, des émissions qui ont il y a 22 ans, puis me dire, je suis comme pas prête, là. J'étais estomaquée une fois en rentrant dans une conférence. Il y avait des gens qu'on avait mis à la télévision, puis je commençais à faire une émission il y a à peu près, peut-être 6 mois, et puis il y en mettre un autre il y a 22 ans, j'ai eu un petit choc. Mais moi, je suis certaine qu'on aurait pu s'amuser tous les deux. Oui, vraiment. À regarder une émission d'il y a 22 ans et aujourd'hui. Et à travers la gestuelle, on aurait pu voir les choses qui ont changé chez vous. Plus posées, plus assurées, plus dynamiques ou plus... Vous voyez, on aurait pu lire... je me souviendrai toujours de monsieur ici dans la région, en plus, sans nommer son nom. Il m'avait demandé de l'accompagner il faisait une tournée de conférences. Et il me disait, Linda, j'aimerais ça que tu puisses... Vous voyez, ça, c'est en état un service que je vais offrir à l'occasion quand on me le demande. Donc, j'accompagnais la personne durant ses 3 premières conférences, mais il faisait la tournée du Québec, donc toutes les villes du Québec. J'ai vu les 3 premières pour pouvoir lui dire telle ou telle gestuelle. Et c'était drôle parce que au début de sa conférence, il racontait une histoire, mais qui n'était pas son histoire à lui. Et à chaque fois, il me faisait le même geste. Il mettait la main dans sa poche, il regardait l'auditoire de l'œil droit et il reculait un petit peu. À chaque fois qu'il arrivait dans cette séquence de sa conférence, et là, à la fin, je lui demande, mais j'ai dit, écoute Serge, c'est drôle, pourquoi fais-tu ça dans cette histoire-là? Et il me révèle, il me dit, Linda, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'un de mes amis, mais je te rassure, je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Mais j'ai dit, tu vois, même si tu as la permission de ton ami dans ton corps, tu es inconfortable, parce que tu sais qu'il y a il y a une petite cachotterie derrière tout ça. C'est pas ton histoire. Donc, tu fais un pas derrière en fuite,
tu caches la main droite dans ta poche et tu regardes les gens de l'œil droit pour analyser qu'est-ce qui se passe dans la salle. Les 3 fois au même moment. Alors, il a dit, ah, ben, je vais reviser. Probablement, je vais annoncer. Je ne sais pas ce qu'il a fait, il faudrait que je lui redemande. Mais, vous voyez, il y avait en lui un inconfort de jouer le jeu, même s'il y avait l'accord de son ami, puis ça allait bien dans sa conférence parce que ça permettait de faire comprendre un concept qu'il voulait comprendre. Mais juste à travers son corps, j'avais repéré qu'il y avait un inconfort. Je pense à une dame qui est préposée aux bénéficiaires, puis ça fait 30 ans. Et elle est à l'urgence, et puis c'est pas facile. Mais avec le temps, elle a développé des méthodes qui ont amélioré. Mais ça serait une bonne chose de voir son cheminement entre il y a 10 ans et 30 ans et de voir la différence pour voir comment tu as évolué à travers ces expériences-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir, ne serait-ce que sur l'amplitude des gestes. Vous savez, la personne, si au début de sa carrière, elle était très sûre d'elle, bien, probablement qu'elle prenait plus d'espace. Quand on a confiance en nous, quand on est sûr de nous, notre corps est plus tonique et on utilise l'espace autour de nous. Pensez aux hommes politiques. Hein? Quand ils vont en avant, ils sont bien posés. Et quand on perd un peu confiance ou si on devient plus introverti, eh bien, notre corps va être plus hypotonique, donc plus dans la tranquillité, les gestes plus près du corps. C'est la même chose au niveau des peuples. Vous regardez les peuples italiens, ils prennent beaucoup d'espace, ils vont parler plus fort, mais ils vont gesticuler plus fort, versus les peuples asiatiques qui, eux, vont occuper moins d'espace et les gestes vont être plus près du corps. Voyez? Donc, c'est la confiance, la volonté de vouloir prendre du terrain et la volonté d'être plutôt discret. Je comprends. J'ai envie de mettre ça sur le dos de mon mari. Il était italien. J'ai attrapé ça, c'est de sa faute. C'est vrai qu'on copie facilement. Absolument. Quand on vit ensemble, on prend bien souvent les gestes des autres. Et puis... On se synchronise, hein? On fait un petit effet miroir et on se reconnaît parce qu'on est bien avec celui qui nous ressemble. Oui, donc, c'est ce qui fait que les gens vont se synchroniser puis se sentent confortables. Ça me fait penser à ma belle-mère. Les enfants me disaient toujours, « Maman, tu parles pareil comme Nona. » Parce que je cassais mon français pensant qu'elle allait mieux me comprendre. Mieux me comprendre. Parce qu'elle parlait français à sa façon. Et puis, je faisais ça. Puis, le pire, c'est que les enfants me disaient que je fais ça avec tout le monde. Ça fait que là, s'ajuste. Oui, c'est ça. Mais prenez-le comme un compliment. Oui. Absolument. C'est que vous avez intérêt, vous avez à cœur de bien comprendre l'autre. Donc, vous allez vous synchroniser avec l'autre. C'est ça. Oui, c'est un signe d'empathie, en fin de compte, tout simplement. C'est un lien avec les neurones miroirs et c'est un signe d'empathie. Donc, je me sens moins coupable. Heureuse de t'avoir invité. Maintenant, Linda, si on veut communiquer avec toi, de quelle façon le fait-on? En fait de compte, on peut me rejoindre facilement au niveau de la communication, au niveau du téléphone, le 514-237-0360. Évidemment, il y a mon site web lindavalade.ca, lindavalade.ca. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, je suis très présente sur LinkedIn, qui est un réseau de gens d'affaires. Je suis aussi effectivement une page Facebook professionnelle aussi. Donc, habituellement, on n'a pas de difficulté à me trouver. Non, parce que c'est là que je vous ai trouvé. Vous êtes animatrice aussi, vous rencontrez des gens. Je pense que c'est un monsieur paraplégique, monsieur Desgroseilliers. Oui, j'ai fait une conférence avec Samuel Desgroseilliers, un jeune homme extraordinaire que je porte dans mon cœur. Une dose de courage exceptionnelle. Et il est aussi dans la région de Lanaudière. C'est un jeune homme qui a eu un accident de motocross. Aujourd'hui, il fait des conférences. Alors, si jamais vous voulez avoir une conférence qui vient vous chercher au niveau des émotions, Samuel Desgroseilliers. Donc, on a fait une conférence ensemble dernièrement à Repentigny. Oui. Bien, j'ai vu ça sur YouTube. Oui, mais oui. Et lui a fait une vidéo il a eu 2 millions de vues sur Facebook. C'est énorme. Il partageait son expérience. Oui. Mais j'espère que dans ma petite communauté, il va venir me voir. Bien, je suis certaine que oui. Je pense que oui, parce que c'est un monsieur très sympathique. Absolument. Les gens qui ont vécu des choses terribles, mais qui développent une passion, le voir, le cheminement, c'est tellement Il agréable. est très inspirant. Oui, c'est ça.
Oui. Alors, peut-être laisser ta carte avant de partir. Oui, parce absolument. on verra sur l'écran le numéro de téléphone, le courriel, etc. Excellent. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, tout le monde? À tout le monde. Bien, l'objectif, ma mission à travers Verum, c'est d'aider les gens à créer des liens de confiance. Alors, retenez que la confiance naît dans un moment d'authenticité, un moment où vous connectez réellement avec l'autre, un regard dans les yeux de l'autre, où vous n'êtes pas nulle part ailleurs, vous êtes vraiment dans la conscience, dans le lien avec l'autre. Là, on crée un moment d'authenticité et c'est là que la confiance s'installe. Merci infiniment, Linda. Ce fut très agréable. Mais j'espère, mesdames, messieurs aussi, avoir pris des notes. Sinon, bien, vous pouvez communiquer avec Linda, puis sur son site, et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, merci d'être là et à la prochaine.